Et l'on poursuit avec nos deux invités, Sylvie Berman, ancienne ambassadeur de France en Russie notamment, et puis Anastasia Derbounova, vous êtes citoyenne ukrainienne, vous êtes traductrice de métier. Je vais commencer avec vous. Il y a un an, vous viviez à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Dès le 27 février, d'ailleurs, on s'en souvient, vous nous aviez fait un témoignage par Skype depuis Kharkiv, qui était alors sous les bombes. Un mois après, vous parcouriez l'Ukraine pour venir vous réfugier en France. Aujourd'hui, comment vivez-vous cet anniversaire, ce terrible anniversaire d'un an de guerre? Alors, je suis toujours en France, c'est dans la banlieue parisienne, et je travaille comme enseignante à l'école primaire et au collège dans une autre banlieue, c'est à Roissy en France et à Louvre, au nord de Paris. Voilà. Donc vous avez réussi à faire votre place en France depuis que vous êtes arrivé sur place, mais comment vivez-vous à l'intérieur de vous-même ces un an de guerre? Mais ça a été une année très difficile, mais c'est même indescriptible. C'est comme j'ai vécu à la fois ici et là-bas en Ukraine, comme j'étais à la fois dans les deux lieux, comme si je me dédoublais. Et aujourd'hui, au début, je ne pensais même pas que ça pouvait être si long. Je pensais que je venais pour quelques mois, peut-être 6 mois, et après je reviendrai. Mais aujourd'hui, pour le moment, je pense que revenir à Kharkiv, c'est encore très, très risqué et très dangereux. Nous parlons d'un an de guerre. On date la guerre au 24 février. Est-ce que c'est ressenti de la même façon pour les Ukrainiens, ou est-ce que pour les Ukrainiens, le peuple, votre frère notamment qui vit encore à Kharkiv, cette guerre a commencé non pas le 24 février, mais en 2014 lors de la prise de la Crimée du Donbass? Oui, on appelait déjà ce conflit la guerre avant, et il y a eu un moment de grande peur que ça pourrait se propager sur Kharkiv aussi, en 2015 à peu près. Après, pour nous, ça s'est un peu calmé et on vivait plutôt la vie paisible, à vrai dire. On savait bien sûr qu'il y a la guerre à l'Est. Et, Est-ce que vous êtes surprise de la résilience et de la résistance du peuple ukrainien? En fait, non, je savais qu'il y aurait de la résistance, et même aux personnes qui disaient que, voilà, si la Russie vient ici, on va être occupé et c'est tout. Je ne croyais pas à cela, et je croyais toujours que nous avions notre armée, que nous résisterions et que notre peuple ne voudrait pas être en Russie. Sylvie Berman, ancienne ambassadeur de France à Moscou notamment. Dans la semaine, on a entendu Vladimir Poutine qui a promis à son peuple la victoire, tout comme l'a promis d'ailleurs ce matin Volodymyr Zelensky. On l'a entendu en début de ce journal au peuple ukrainien, bien évidemment. Comment fait-on à ce stade quand la guerre supplante toute voie diplomatique? Je crois qu'il n'y a pas le choix, malheureusement. Les choses vont se décider sur le champ de bataille. Les deux positions sont totalement incompatibles, puisque vous venez de le dire, Vladimir Poutine est déterminé à poursuivre la guerre. Et d'ailleurs, il posait comme condition à la négociation qu'on reconnaisse la réalité sur le terrain, c'est-à-dire pour lui l'annexion de 4 nouvelles régions. Et à l'inverse, pour Volodymyr Zelensky, c'est la récupération des territoires, et pas seulement des territoires occupés depuis le 24 février, mais y compris les anciennes républiques autoproclamées du Donbass et la Crimée. Donc pour le moment, il n'y a pas d'autre choix, et les Occidentaux ont fait celui d'aider l'Ukraine, de lui fournir les moyens de résister, de défendre son intégrité territoriale. Et de défendre les valeurs de l'Europe, et l'Europe elle-même également. Vous étiez également ambassadeur de France à Pékin, et c'est là où c'est intéressant, parce que nous allons évoquer aussi la position de la Chine, qui appelle ce matin, vendredi matin, 24 février, Moscou et Kiev à reprendre le dialogue et à rejeter, je cite, tout recours à l'arme nucléaire brandi à plusieurs reprises par Vladimir Poutine. Pourquoi la Chine se pose-t-elle aujourd'hui en médiatrice de cette guerre ?
Qu'a-t-elle à gagner? Alors, je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment médiatrice, en fait. Je pense que la Chine est très gênée par cette guerre. Ça va à l'encontre des principes de non-ingérence, mais en même temps, elle a un partenariat, non pas une alliance d'ailleurs, un partenariat avec la Russie contre leur ennemi commun qui est les États-Unis. Donc, la Chine ne peut pas lâcher la Russie, mais en même temps, les Européens, les Américains lui demandent de faire pression sur Vladimir Mais proposer Poutine. un plan de paix en 12 points, c'est pas être médiateur, ça? Alors, quand on lit, c'est pas vraiment un plan de paix, ce sont les positions de la Chine, mais en même temps, il y a des sujets qui sont pas du tout évoqués, le sujet des territoires ou des frontières. Et en fait, ce qui est important, c'est que la Chine est très claire sur le nucléaire, très claire également sur les attaques contre les populations civiles, mais pour le reste, la Chine dit qu'il faut respecter les préoccupations de sécurité de l'Ukraine comme de la Russie. Donc, sur cette base-là, je veux dire, c'est compréhensible d'un point de vue chinois, mais cette base-là n'offre pas de L'Ukraine qui possibilité de dit aussi de ne négociation pas avoir pour les été deux pays. qui n'a pas été consulté d'ailleurs par Pékin. On assiste également à l'affrontement ouvert entre Evgeny Prigojine, on l'a vu dans ce sujet, le chef des forces Wagner, et le commandement militaire russe. Non pas concernant la légitimité de la guerre, pour les deux ça ne fait aucun doute, mais la conduite de cette guerre. Est-ce que ce genre de choses peut affaiblir Vladimir Poutine? Alors, ce n'est pas sûr parce qu'en fait, il contrôle les deux. Prigojine lui est directement rattaché. Donc, c'est vrai que les ultranationalistes critiquent l'armée russe et que Prigojine a voulu offrir des succès, dont celui de Soledar à côté de Bakhmout qui a été évoqué tout à l'heure. En même temps, le Kremlin ne veut sûrement pas qu'il prenne trop de place. Donc, Prigojine se plaint que l'armée ne lui donne pas les armes nécessaires. Mais en même temps, il avait réussi à mobiliser 50 000 personnes, notamment dans les prisons, des repris de justice. Et il faut dire que pour la Russie, ce sont des morts qui ne comptent pas. Anastasia Derbounova, votre frère, je le disais, est encore à Kharkiv. Quelle est la situation dans cette ville de l'Est de l'Ukraine elle est toujours sous la menace constante des frappes russes? C'est ça, il y a toujours la menace. Je voudrais dire que pour les personnes qui ont survécu les bombardements massifs par avion qui avaient lieu au printemps, peut-être que maintenant c'est beaucoup plus calme. Vraiment, parfois elles peuvent sortir. J'ai des copines qui vont parfois au théâtre. Il y a des événements qui se passent surtout dans les sous-sols, dans les salles qui sont au sous-sol. Voilà. Mais aller au théâtre, ça veut dire qu'il y a un semblant de retour à une vie normale? Oui. Il y a des restos qui continuent à être ouverts. Il y a des théâtres. Donc là, c'est la résilience du peuple ukrainien pour le coup. Oui. Il y a de la vie. Mais parfois, des raquettes arrivent dans la ville ou dans la région. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, Anastasia Derbounova. Merci à vous, Sylvie Berman, d'avoir été dans ce journal.